L'actualité complète, juste et sans patience sur Miracle TV+. Bonsoir à tous, voici les titres à la une de ce journal. Coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. L'axe Abidjan-Luanda se porte très bien. À preuve, le président angolais est en visite officielle à Abidjan depuis ce mercredi. Il a été reçu par son homologue, le président Alassane Ouattara. Coopération également entre le Congo et la Russie, célébrée par Vladimir Poutine et Denis Sassou Nguesso. Les liens diplomatiques entre ces deux pays sont vieux de 60 ans. Et puis, un putsch manqué en Bolivie. Le régime est en alerte. Il reprend progressivement le contrôle de la situation sécuritaire du pays. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Commençons tout de suite par le réchauffement de la coopération diplomatique entre l'Angola et la République de Côte d'Ivoire. Le président angolais, son Excellence João Lourenço, est en visite officielle dans notre pays depuis hier mercredi. Il a été accueilli par son homologue, le président Alassane Ouattara. Au menu de cette rencontre de haut niveau, le renforcement de la coopération économique et des discussions qui vont porter sur des questions d'ordre diplomatique et de coopération bilatérale. Pays d'Afrique centrale, l'Angola ne compte qu'une centaine de ressortissants établis en Côte d'Ivoire. Bon nombre d'entre eux sont venus ce mercredi au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accueillir leur président João Lourenço qui entame une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Visite que voit d'un bon œil Félix, un jeune Angolais qui étudie les mines et le pétrole en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas parler français, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de parents ici après mes parents. Donc ils m'ont accueilli. Donc voilà quoi, j'aime bien la Côte d'Ivoire, j'aime bien le peuple ivoirien. De cette visite, j'espère bien que les liens entre l'Angola et la Côte d'Ivoire pourront être bien solides. Dans les jardins du pavillon présidentiel, quelques Ivoiriens séduits par l'Angola sont également présents. Leur vœu, voir prospérer les relations entre ces deux pays d'Afrique subsaharienne. Il était important pour nous de rassembler les deux peuples parce que ces deux peuples ne se connaissent pas bien. Donc il faut que ces peuples apprennent à se connaître, apprennent à se fréquenter. Je prends un exemple, quand on prend l'artiste Serge Beno, est-ce qu'un Angolais connaît qui est Serge Beno? Certainement que l'Angolais connaît qui est Didier Drogba. On ne connaît pas de Serge Beno. Il faut amener l'Angola à connaître un artiste ivoirien, il faut amener l'Ivoirien à connaître un artiste aussi angolais. Donc il faudrait que ces peuples apprennent à se connaître, raison pour laquelle l'ONG a été créée. Les B2B, les hommes d'affaires qu'on a managés pratiquement qui sont là, pour pouvoir aussi développer de part et d'autre les échanges des investisseurs angolais en Côte d'Ivoire, pour investir en Côte d'Ivoire et les investisseurs en Côte d'Ivoire investir aussi en Angola. Et donc c'est dans ce cadre pratiquement qu'on a vraiment tissé des liens d'amitié. Et aujourd'hui, au sommet, les deux présidents se rencontrent et qui viennent avec les hommes d'affaires. Il est 17h40 lorsque l'avion présidentiel angolais foule le tarmac de l'aéroport d'Abidjan. À sa descente d'avion, João Manuel Lourenço et son épouse sont accueillis par le couple présidentiel ivoirien. Comme le veut le protocole en pareille circonstance, l'hôte du jour reçoit les honneurs militaires dus à son rang. Puis s'enchaîne la symbolique poignée de main, attestant de la volonté des deux chefs d'État d'ouvrir une nouvelle ère de coopération, 43 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques. Cette visite officielle du président de la République d'Angola est donc un tournant décisif. Elle sera notamment marquée par un entretien entre les deux chefs d'État, la signature d'accords de coopération et un forum économique. Restons sur le chapitre coopération pour parler cette fois-ci de cette belle et vieille amitié qui lie la République fédérale de la Russie à celle du Congo, Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso se trouve au Kremlin sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Ces deux pays célèbrent évidemment 60 ans de liens diplomatiques. Le constat tout de suite sur ces images. Le président du Congo a été reçu ce jeudi au Kremlin par son homologue de Russie. Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine ont parlé de coopération politique et économique sur fond de célébration de 60 ans de relations diplomatiques entre Brazzaville et Moscou. Vous avez personnellement beaucoup fait pour le développement des relations russo-congolaises.
Vous avez participé aux 2 sommets Russe-Afrique et vous faites les efforts nécessaires pour développer notre coopération dans presque tous les domaines, je veux dire au niveau politique. Et récemment, les relations commerciales et économiques se sont développées de façon notable. Nous vous sommes reconnaissants pour votre travail commun sur la scène internationale. Dans l'ensemble, tout va bien pour nous. Depuis lundi, le président Sassou Nguesso répond à une invitation du président Poutine avec une forte délégation officielle. C'est au moment des grandes épreuves. Nous souhaitons discuter avec vous, les autres dirigeants, la meilleure manière de faire avancer la coopération entre nos 2 pays dans tous les domaines. De l'économie, des finances, de la défense, de la sécurité. Oui, on a besoin de sécurité aujourd'hui. À la fin de leur entretien, le président congolais a reçu des mains de son homologue russe une distinction d'honneur pour le développement des relations entre les 2 pays. Un tout autre sujet à présent, et nous parlons de la situation sociale qui prévaut au Kenya depuis plus de 72 heures. Vous le savez certainement, des milliers de personnes manifestent dans plusieurs grandes villes du pays entre scènes de pillage et victimes collatérales. Le président William Ruto a choisi la voie de la paix. Il vient d'annoncer officiellement son renoncement à la promulgation de cette loi de finances qui est contestée par les Kenyans. Il a fini par céder à la révolte de la rue. Au Kenya, le président William Ruto annonce la suppression du projet de loi de finances 2024-2025. Cette décision intervient au lendemain de la répression violente qui avait fait une vingtaine de morts et de nombreux blessés dans la capitale Nairobi. J'ai écouté attentivement le peuple kényan qui a déclaré haut et fort qu'il ne voulait pas du projet de loi de finances 2024. Je me rends à l'évidence et j'annonce que je ne signerai pas le projet. Il sera retiré. C'est une décision prise en accord avec les députés. Ce texte controversé prévoyait l'instauration de taxes, notamment sur les véhicules particuliers et le pain. Un moyen, selon le Parlement, de combler le déficit budgétaire et de faire face aux dépenses du pays. Puisque nous avons retiré le projet de loi, je propose que nous ayons une conversation en tant que nation pour aller de l'avant. Comment gérer ensemble les affaires du pays ? Comment gérer ensemble notre dette et surtout comment gérer le budget avec les déficits qui existent. Face à l'ampleur des manifestations, l'armée avait été déployée dans le pays afin de réprimer les protestations. Déterminés à ne pas céder, les manifestants avaient déclaré maintenir les rassemblements jusqu'à l'abandon total du projet de loi. Après le Kenya, prenons la direction du Soudan pour évoquer une situation tout aussi difficile. 14 mois de conflit. Le résultat est sans appel. Le système sanitaire du pays est en ruine. Le constat dans ce reportage. Plus de 14 mois de guerre ont gravement affecté le secteur de la santé au Soudan, laissant de nombreux hôpitaux et établissements médicaux fermés, endommagés ou brûlés. À Omdurman, la plus grande ville du pays, les médecins avertissent que les installations médicales restantes risquent de fermer par manque de ressources et de surpeuplement. Je souffre d'un problème médical et j'ai quitté ma ville sans rien. Alors comment ma vie pourra-t-elle continuer? Elle ne peut pas continuer ainsi. Et ces appareils vont-ils réellement m'aider? Vais-je guérir ou mourir? Je ne sais pas. Le docteur Amar Mouatassem, qui travaille dans un centre de dialyse dans l'état de Kassala,
exprime ses préoccupations quant à l'incapacité de suivre les protocoles de traitement. Une situation qui met en danger la santé des patients. Tous les patients en dialyse devraient avoir 3 séances par semaine, c'est ainsi partout dans le monde. La dialyse correcte devrait être effectuée 3 fois par semaine. Mais malheureusement, nous ne pouvons fournir qu'une séance et tous les patients ne peuvent pas en bénéficier. L'OMS rapporte que 15 millions de personnes n'ont pas accès aux soins de santé au Soudan et que 70 à 80% des établissements sont défectueux. Quittons le vieux continent pour nous rendre cette fois-ci en Amérique du Sud, précisément en Bolivie. Le régime en place est secoué par une tentative de coup d'État. La situation est sous contrôle, annonce le président de la République. La tentative de putsch en Bolivie se solde par un échec. Les militaires qui avaient pris part à cette action se sont retirés du palais présidentiel et un général a été arrêté après que le président Luis Arce et l'ensemble de son gouvernement ont dénoncé une tentative de coup d'État. Pilares básicos de un Estado de Derecho. No podemos tolerar este tipo de circunstancias en pleno siglo XXI. Así que exhortamos a quienes están brindando un bajo espectáculo de respeto a las leyes que depongan esas conductas. La tension retombée, Luis Arce s'est adressé à ses partisans au balcon du palais présidentiel en remerciant les personnes qui avaient manifesté pour faire échouer le coup d'État. La direction du plus grand syndicat de Bolivie a condamné l'action et a déclaré une grève illimitée des organisations sociales et syndicales à La Paz pour défendre le gouvernement. La Bolivie, pays de 12 millions d'habitants, a connu une intensification des manifestations ces derniers mois en raison d'une économie vacillante. À cette crise économique s'ajoute une crise politique fratricide au sein du parti au pouvoir entre les partisans de l'actuel président Luis Arce et ceux de l'ancien Evo Morales. Du football, avant de refermer ce journal, la 15e édition du tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, officiellement lancé depuis hier. 71 communes de Côte d'Ivoire vont abriter cet événement sportif dédié à la jeunesse ivoirienne. 2024, année marquée par le 3e sacre de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN. De quoi donner une saveur particulière à cette 15e édition du tournoi, doté du trophée Dominique Ouattara qu'organise chaque année la fondation Children of Africa. Cette année, le tournoi aura lieu dans 71 localités afin d'égayer sainement les jeunes dans ces vacances scolaires. Maman Dominique, nous sommes conscients que le chemin vers la victoire est parsemé de challenges, mais grâce à vos encouragements, nous vous promettons de mettre toute notre énergie et notre cœur pour être les meilleurs. Pendant les vacances, on ne parlera pas de calao, on ne parlera pas d'alcool. On ne parlera pas de banditisme, parce qu'il y a un viatique. Il y a quelque chose qui occupe l'esprit des enfants. Ça, grâce à Dieu, grâce à vous. Merci de sauver ces vies-là. Pour les instances dirigeantes, le trophée qui porte le nom de la première dame Dominique Ouattara est devenu au fil des années un vecteur de développement du football ivoirien. Au niveau de la fédération, nous avons pour obligation d'organiser, de gérer et de donner les meilleures conditions de développement à tous les pratiquants du football. Et des projets comme le vôtre, des actions comme celles que vous menez, viennent renforcer de façon efficace les dispositifs que nous mettons en place. Chers enfants, cette coupe de maman Dominique Ouattara vous donne d'avoir des vacances saines et riches du trésor de la convivialité et de la fraternité. Dans la trajectoire de la CAN 2023 marquée par le sac des éléphants, cette activité est une opportunité de rassemblement et de réjouissance pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de présenter à la première dame Dominique Ouattara le trophée brillamment remporté par les éléphants de Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, mais aussi le lieu pour Max-Alain Gradel, capitaine de l'équipe victorieuse, de remettre un présent exceptionnel à l'épouse du chef de l'État. Le maillot de l'équipe nationale, le premier maillot avec les 3 étoiles. Je vais vous remettre le maillot de Max Gradel, ce dernier maillot qu'il a porté pour la dernière fois avec l'équipe nationale. Visiblement ému par ce geste, Dominique Ouattara réitère son engagement à contribuer au rayonnement du football ivoirien. Mes chers enfants, c'est pour vous que nous organisons ce tournoi. Vous êtes l'avenir de notre nation et il est de notre devoir de vous offrir des opportunités de développement et de divertissement sain. Le sport, en particulier le football,
est un vecteur extraordinaire de valeurs telles que le fair-play, l'esprit d'équipe, la discipline et le respect. En participant à ce tournoi, vous avez l'occasion de vivre des moments de joie, de camaraderie et d'apprentissage qui vous serviront tout au long de votre vie. Je souhaite que ce tournoi soit pour vous un moment inoubliable dont vous vous souviendrez longtemps. Je souhaite que chacun donne le meilleur de lui-même. Souvenez-vous que l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer avec courage et détermination. Dans toutes les localités où se tiendra le tournoi, chaque équipe vainqueur repartira avec une enveloppe de 200 000 francs CFA. Des lots de récompenses sont également prévus pour les meilleurs finalistes perdants, les meilleurs buteurs et les meilleurs gardiens, soit un budget global de plus de 28 millions de francs CFA. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous. Merci aux équipes techniques qui nous ont accompagnés ce soir. Excellent sur le programme à tous et à toutes sur Miracle TV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.